Voici le fonctionnement réel des opérations clandestines de la CIA. Les 3 cibles ont commis une erreur fatale en suivant la même routine pendant des semaines. Chaque matin, 3 membres importants du groupe terroriste entraient dans le même petit café, s'asseyaient à la même table et discutaient pendant des heures des événements mondiaux, de stratégie et de tout ce qui leur passait par la tête. Même heure, même table, chaque jour. Il n'a pas fallu longtemps au bureau local de la CIA pour remarquer le schéma, et une fois qu'ils l'ont fait, ils ont autorisé une surveillance physique. L'agent de la CIA était quelconque, ordinaire, vêtu d'habits locaux modestes. Il avait l'air remarquablement banal. Ce n'était ni un James Bond, ni un Jason Bourne. Pour de vrais agents de terrain, paraître et agir de la façon la plus ordinaire possible était leur plus grande force. L'agent copiait leur routine. Il arrivait avant eux, commandait un café et s'installait près d'eux pour observer et écouter tout en lisant son journal. La percée eut lieu quelques semaines plus tard. Les 3 cibles, des acteurs clés dans la planification d'attaques contre les États-Unis, s'étaient habitués à voir cet homme ordinaire au café chaque matin. Mais ce jour-là était différent. Il suffisait d'un simple signe de tête poli lorsque les cibles passaient. Une seule le lui rendit. C'était la nouvelle cible. Au fil des semaines, les salutations entre l'agent de la CIA et les terroristes polis devinrent plus chaleureuses. Les signes de tête devinrent de réelles inclinaisons, puis de brèves salutations orales. Soudain, la situation atteignit son paroxysme. Des mois de surveillance, d'observation minutieuse, et la vie d'un agent de terrain, tout ce pourquoi il avait travaillé, reposait sur une interaction cruciale. Ce matin-là, le terroriste a demandé à s'asseoir avec l'agent de la CIA. Les hommes ont échangé quelques paroles et des salutations polies, puis l'agent de la CIA lui a posé une question qui allait faire éclater toute l'opération au grand jour. « Comment va votre famille ?» Une semaine plus tard, le suspect de terrorisme était interrogé par les agents de la CIA, un processus auquel il s'était porté volontaire. Le terroriste, retourné, fournissait maintenant à la CIA des renseignements clés sur les opérations du réseau terroriste local. Pourquoi ? Parce que l'agent de la CIA chargé de le surveiller avait simplement été poli avec lui. Pendant tout mon séjour dans ce pays, tu as été la seule personne à me demander des nouvelles de ma famille. Je suis fatigué. Je veux juste rentrer chez moi. En échange de tout ce qu'il savait sur l'organisation et les opérations du groupe terroriste, l'homme a reçu un passeport et un billet d'avion pour rentrer chez lui, en Égypte. Il pouvait rejoindre sa famille et vivre anonymement. Si tu crois connaître les opérations secrètes de la CIA, tu te trompes sûrement. Leur représentation au cinéma et à la télévision est typique. Des agents infiltrés traquent terroristes et criminels dans des pays hostiles. Puis survient la fusillade. Après une démonstration d'armes, l'agent de la CIA élimine la menace et le monde redevient sûr. Dans la réalité, les opérations de la CIA fonctionnent très rarement de cette façon. Mais cela ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. La plupart du temps, les opérations noires de la CIA impliquent davantage manipulation, diplomatie et surveillance que fusillades et violences. Tout d'abord, il est important de différencier les types d'opérations qui peuvent impliquer une agence de renseignement comme la CIA. Black Ops est un terme générique utilisé par le public, mais cela ne reflète pas la réalité de ce que fait réellement la CIA. En réalité, l'agence mène différents types d'opérations. Le premier est l'action couverte. C'est une opération planifiée et menée pour dissimuler totalement l'identité du commanditaire. Les États-Unis pourraient être responsables, mais sans preuve irréfutable, personne ne peut leur en attribuer la faute. Le déni plausible est essentiel en diplomatie, d'où l'importance qu'y accordent les agences de renseignement. Des exemples incluent le fait de payer des locaux ou des tiers pour faire le sale boulot à votre place, qu'ils en soient conscients ou non. Les opérations clandestines, en revanche, sont des affaires où l'opération elle-même est entièrement cachée et tenue secrète afin d'éviter toute découverte. Le raid de la CIA contre un poste météo soviétique sur le cercle arctique en est un bon exemple. Le poste avancé NP8 avait été construit sur une banquise dérivante, et l'équipe qui y était affectée a évacué en raison de conditions météorologiques extrêmes. La station n'était accessible que par beau temps via une piste d'atterrissage sur la glace, détruite ensuite par la pression, ce qui força son abandon. Les soviétiques ont évacué l'équipage sans se soucier du matériel ni des documents, pensant qu'il serait détruit par les éléments. De toute façon, la banquise environnante était trop épaisse pour les sous-marins ou les brise-glaces, et bien au-delà de la portée de tout hélicoptère basé à terre. Pour la CIA et l'Office of Naval Research de la marine américaine, la station abandonnée était une opportunité en or. Ils pouvaient collecter des données sur les prévisions météorologiques soviétiques, et enquêter sur des expériences de modification météorologique. Mais surtout, ils pouvaient comprendre comment les soviétiques suivaient les sous-marins américains sous la glace. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait aucun moyen réaliste d'y accéder. La marine a immédiatement envoyé le major James Smith de l'US Air Force et le lieutenant Leonard Alachak de la réserve navale à l'école de parachutisme.
Les hommes devaient sauter en parachute sur la station abandonnée, récupérer les informations, puis être extraits via le système Skyhook. Après 5 jours sur la base gelée, un ballon massif s'est lentement élevé dans le ciel. Un avion de récupération a attrapé la longue corde qui y pendait. Les 2 hommes et un précieux trésor de documents et équipements soviétiques ont été récupérés sains et saufs, concluant une mission qui paraissait impossible. L'opération Cold Feet illustre parfaitement une opération classifiée. Rien à son sujet ne pouvait être nié de façon crédible. Seul le gouvernement américain disposait des ressources et du rayon d'action pour la réussir. S'ils étaient découverts, il serait impossible de le cacher. Ensuite, viennent les opérations clandestines, un terme souvent mal employé. Les opérations clandestines ne sont pas un terme officiel du gouvernement américain, mais un terme générique employé par l'armée et le public pour désigner des programmes d'accès spécial très classifiés et non reconnus. Pour créer une couverture, ces opérations généralement non reconnues vont fabriquer des preuves impliquant une tierce partie innocente ou pas si innocente que ça. Les opérations clandestines sont les plus sensibles et secrètes que la CIA entreprend. Ce sont des missions généralement considérées comme cruciales pour la sécurité nationale, voire essentielles à la survie de l'État américain. Les opérations clandestines peuvent être tellement secrètes, en fait, qu'il se murmure fortement que certains projets ne relèvent-elles même pas de la compétence du directeur de la CIA, ce qui pourrait sembler impossible jusqu'à ce que l'on comprenne la structure de la CIA. Historiquement, le directeur de la CIA est souvent tenu dans l'ignorance, parfois même pas entièrement informé, voire pas du tout, à moins qu'une décision cruciale ne soit nécessaire. À la CIA, le directeur est souvent nommé politiquement, parfois sans venir de l'agence, et généralement remplacé par chaque nouvelle administration. Les personnes qui font avancer la mission sont souvent bien en dessous des projecteurs politiques. C'est pourquoi les initiés disent souvent « Ne cherchez pas les secrets du côté du directeur. Tournez-vous vers les postes inférieurs, occupés par des hommes et femmes de carrière de la CIA car eux savent vraiment ce qui se passe. » Des postes comme celui de directeur adjoint pour la science et la technologie, ou de directeur adjoint associé pour le soutien, qui supervise l'ensemble du système logistique de la CIA le plus grand de toutes les agences d'espionnage au monde, sont là où réside le véritable pouvoir. Ces personnes restent en poste malgré le changement d'administration, véritables gardiens des secrets de la CIA. Voulez-vous continuer à parler des secrets cachés du gouvernement ? Aimez, partagez et abonnez-vous avant que quelqu'un à l'anglais ne le remarque. La branche principale de la CIA pour les opérations clandestines est le centre des activités spéciales. Ce sont les agents chargés de 2 types d'opérations clés, les opérations spéciales et les actions politiques. Les opérations spéciales regroupent des membres issus d'unités d'élite de premier rang telles que la Delta Force et les SEALs. Ces individus sont souvent recrutés par des chasseurs de tête pour leurs compétences au combat et, étonnamment, leur caractère. La communauté des forces spéciales américaines compte de nombreux durs à cuire, des mâles alpha façon Rambo. C'est en fait un problème historique, la criminalité croissante étant directement liée aux opérateurs des forces spéciales. La CIA ne recherche généralement pas ce type de profil. À l'étranger, sans soutien direct, charisme, diplomatie et compétences relationnelles valent plus que la force brute. Les meilleurs agents ne sont pas toujours les plus coriaces, mais les plus intelligents et persuasifs. Ils infiltrent des cibles, retournent des agents pour en faire des agents doubles et préviennent des catastrophes diplomatiques, sans jamais tirer un seul coup de feu. Cela ne veut pas dire que la CIA n'a pas aussi des gros bras. Quand la discussion ou le chantage ne suffisent pas, on envoie une unité d'action directe pour capturer ou neutraliser un objectif. La CIA a ses propres équipes mais collabore souvent avec les unités d'élite de l'armée américaine. Un excellent exemple de cela est la capture de l'agent d'Al-Qaïda nazi Abdul Hamed al-Rukai en Libye. Un cas rare d'un raid mené par la CIA filmé en vidéo. Dans la vidéo, un véhicule suspect est suivi par une camionnette blanche. Dès que la cible s'arrête, la camionnette fait une embardée pour la bloquer. Un second véhicule arrive brusquement, sans doute la raison de l'arrêt initial de la cible. Sa trajectoire est coupée nette. Chaque geste est calculé. Chaque seconde compte. Un opérateur de la Delta Force sort du côté passager de la camionnette et neutralise immédiatement le conducteur. Les agents arrachent Al-Rukai de la banquette arrière, lui attachent les poignets avec des colliers de serrage et le jettent dans la camionnette. D'autres agents fouillent le véhicule à la recherche de tout objet pouvant avoir une valeur en matière de renseignement, comme des téléphones portables, des ordinateurs portables ou des tablettes. Plus bas dans la rue, un 3e véhicule de la CIA bloque la circulation et passe devant pendant que la camionnette part. Le véhicule cible est lui-même conduit par un agent de la Delta Force ou un agent de la CIA pour être éliminé clandestinement. Toute l'opération a été terminée en 2 minutes. Elle a été parfaitement exécutée. Enfin, à l'exception d'une seule erreur flagrante.
Toute l'affaire a été enregistrée par une caméra de surveillance domestique que l'équipe sur le terrain n'avait pas réussi à identifier et à neutraliser. Nous abordons ici le cœur du travail de terrain et la conduite des opérations clandestines. La reconnaissance est essentielle pour toute opération, impliquant la connaissance de la configuration des lieux, des entreprises, habitations, VIP, sécurité et systèmes de surveillance. Tout élément pouvant influencer le succès de la mission doit être considéré. Aucun détail n'est négligé lors de la préparation d'une opération. Savoir que les habitants d'un quartier précis préfèrent prendre leur café d'une certaine manière peut faire la différence entre le succès et l'échec. Tu te souviens de cette mission dans le café ? Ignorer que les habitants de ce quartier ne mettent pas de lait dans leur café pouvait aussitôt faire passer un agent de terrain pour un étranger. Chaque détail compte. C'est pourquoi la CIA est composée en grande majorité d'analystes, qui forment la longue et lourde hampe de la lance, alors que les agents de terrain n'en sont que la toute petite pointe. Sans eux, les agents de terrain ne pourraient exercer. La prochaine fois que vous verrez un James Bond, pensez aux dizaines d'analystes travaillant dans l'ombre. Ce sont eux qui permettent à Bond de trouver sa cible, de survivre dans des environnements hostiles et d'éviter d'être identifié ou tué. Ensuite, il y a la seconde moitié des opérations clandestines. Les opérations d'influence et d'action politique constituent une grande part du travail quotidien de la CIA et d'autres agences de renseignement mondiales. Vous vous souvenez des fusillades controversées commises par l'ICE au Minnesota début 2026 ? Les réseaux sociaux ont aussitôt été envahis d'images générées par IA et de campagnes de désinformation alimentées par des bots autour des événements. C'était un exemple clair d'une opération d'influence secrète destinée à diviser la population américaine. Qui en était responsable ? La Russie, la Chine et l'Iran, suspects habituels, cherchent à provoquer des troubles civils aux États-Unis pour les affaiblir. Des comptes liés aux services de renseignement iraniens, russes et chinois exploitaient des sentiments libéraux et conservateurs. Une opération d'influence classique. La CIA joue aussi à ce jeu, utilisant les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle pour façonner les récits mondiaux. Aujourd'hui, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous interagissez souvent avec un quart à un tiers de faux comptes. Ce sont des bots créés pour promouvoir l'agenda d'une agence de renseignement ou d'une entreprise. Les efforts du gouvernement américain sont liés à de nombreux cas de troubles en Iran, et plus récemment, 6000 unités Starlink ont été expédiées secrètement en Iran et distribuées aux manifestants. Cet effort visait à maintenir le lien entre les gens après les restrictions d'accès à Internet par le gouvernement, permettant aux manifestants de continuer à s'organiser et à communiquer malgré tout. La CIA mène aussi des opérations clandestines de manipulation économique. Dans Confession d'un assassin financier, l'auteur John Perkins explique clairement comment la CIA a manipulé économiquement des nations entières pour les rallier aux intérêts des États-Unis. Il est allégué que le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein était lui-même un atout de la CIA. Il était directement lié à des efforts visant à influencer l'Arabie Saoudite en faveur des intérêts américains et britanniques. Le scandale a éclaté au milieu des années 2000 quand BAE Systems, une entreprise britannique de défense, a été exposée pour avoir versé des pots de vin à des responsables saoudiens. Mais l'histoire remonte encore plus loin, jusqu'aux années 1980. C'est à cette époque que BAE aurait versé des millions en pots de vin pour obtenir des contrats d'armement. La CIA a soutenu cette stratégie avec deux objectifs clairs. Faire de l'Arabie Saoudite un contrepoids solide à l'Iran et s'assurer que le royaume reste dépendant des armes occidentales, afin qu'il reste à la fois favorable et docile. C'est à ce moment-là que Jeffrey Epstein entre en scène. Selon les dossiers, Epstein, en 2019, les autorités ont découvert un faux passeport autrichien délivré dans les années 1980. Epstein a déclaré résider officiellement en Arabie Saoudite sous un autre nom. Des analystes indépendants pensent que les tampons d'entrée et de sortie sur le passeport coïncident avec la chronologie des accords d'armement BAE et des versements de pots de vin. Au fait, saviez-vous que vous venez de vivre la mise en échec d'une opération clandestine majeure qui vous était destinée ? La vente forcée des activités américaines de TikTok pouvait passer pour une posture économique, mais c'était en réalité une question urgente de sécurité nationale. TikTok est tristement connu dans le renseignement comme l'un des outils d'influence les plus efficaces jamais créés. Les services de renseignement chinois ont utilisé TikTok pour influencer les Américains et collecter des données afin d'améliorer leurs opérations futures. Si cela vous semble exagéré, vous avez peut-être raté l'incident du 3 novembre 2023 où des manifestants se sont enchaînés à un navire de ravitaillement de la marine américaine. Le navire aurait été en route pour récupérer des armes destinées à être envoyées au Moyen-Orient. Alors que les manifestants suivaient leurs convictions, cet incident a alerté les professionnels du renseignement de la CIA. On craint que des adversaires étrangers,
comme les services de renseignement chinois, exploitent les algorithmes de plateformes comme TikTok pour mener des opérations d'influence et mobiliser des personnes bien intentionnées à entreprendre des actions similaires. Le résultat pourrait être un retard dans l'envoi de fournitures militaires essentielles aux forces avancées, les rendant vulnérables à la destruction et à la défaite. La vente de TikTok a effectivement mis fin à l'influence des services de renseignement chinois sur l'application. Bien sûr, cela signifie aussi que cela a ouvert la possibilité d'une influence américaine à la place. En réunissant tous les éléments, une opération clandestine typique de la CIA suivra un calendrier similaire. Examinons une opération hypothétique contre un terroriste présumé, et voyons comment elle pourrait se dérouler. D'abord, les renseignements reçus sont analysés pour identifier des menaces ou opportunités. Si des rapports signalent une personne préparant des attaques ou des actes terroristes, cela provoquerait aussitôt un examen au sein d'un bureau de la CIA. Grâce à ses informateurs, aux renseignements électromagnétiques et à ses contacts, l'agence remarque presque tous les développements. Après identification et évaluation de l'individu, une équipe de haut niveau analyse les informations et fixe les objectifs stratégiques. L'objectif ici est de collecter des renseignements utiles sur les plans, réseaux et contacts de la cible. Si possible, recruter des informateurs ou agents dans le cercle de l'individu pour obtenir en continu des informations et du compromat, soit du matériel permettant d'influencer ou de perturber ces opérations. Vient ensuite la demande d'autorisation légale. La CIA est censée obtenir une autorisation légale pour toute opération qu'elle entreprend. Le processus inclut généralement un examen par le pouvoir exécutif et le groupe des 8 du Sénat, soit les principaux membres du Congrès supervisant le renseignement. Certains programmes hérités ont contourné la surveillance, justifiés par des décrets présidentiels secrets, révélant les zones grises juridiques, où opèrent parfois les opérations clandestines. Le programme hérité provoque une crise constitutionnelle. L'étape suivante est la planification opérationnelle. Ici, la CIA entamera la planification concrète d'une opération pour atteindre ses objectifs. Il s'agit d'identifier les lacunes du renseignement et de définir précisément les nouveaux renseignements nécessaires. Comment surveiller la cible sans être détecté? Quelles méthodes de surveillance ou d'interception seront utilisées? Comment sécuriser la récupération ou la transmission des données collectées? Après avoir établi le plan, il faut recruter des sources. Les agents de terrain repéreront les proches de la cible, associés, coursiers ou facilitateurs pouvant être convaincus, contraints ou recrutés pour fournir des renseignements. Ces informateurs peuvent offrir un accès et un contexte inestimables qu'il serait autrement impossible d'obtenir à distance. Ensuite, l'opération est exécutée. La surveillance débute, les renseignements sont collectés et les sources sont activées. L'opération peut révéler des complots, des réseaux ou des activités illégales. Ceci est évalué pour réduire rapidement les menaces, tout en assurant un déni plausible et une couverture légale. Et ici, nous arrivons à la phase de gestion des dégâts et de déni plausible de l'opération. Gérer les dégâts implique aussi de faire taire le témoin principal. Cette phase n'est pas toujours nécessaire, mais si une opération subit un fort retour de flamme, la CIA et le gouvernement américain doivent se dissocier de tout scandale potentiel ou acte répréhensible. L'ensemble du processus peut prendre de quelques mois à une décennie ou plus. Plus que tout, les opérations clandestines sont une épreuve de patience, des années de planification et d'attente du moment parfait avant d'agir. La prochaine fois que vous verrez un film d'espionnage, rappelez-vous que ce que vous voyez n'est que le dernier % d'une opération préparée pendant des années. Même si cela montre comment se passe une opération typique, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Si vous pensiez que c'était intense, attendez de découvrir les secrets déclassifiés de la CIA que vous n'êtes pas censé connaître, ou cliquez plutôt sur cette vidéo